grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez sur nos 85 radios partenaires, mais aussi sur nos 3 télévisions partenaires et sur les plateformes digitales de Studio Tamani. Bienvenue à ce grand dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Vous savez que le 9 mai de chaque année est dédié à la journée de l'Europe. En prélude à cet événement, le grand dialogue reçoit aujourd'hui les responsables de 2 institutions qui représente dignement l'Europe au Mali. Le premier est le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, l'ambassadeur Thomas Ecker. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Le second invité est monsieur Peter Kolding, chef de la mission ECAP Sahel au Mali. ECAP Sahel est une mission de formation des forces de sécurité intérieure. Avec eux, nous allons faire le tour du partenariat entre le Mali et l'UE, les domaines de développement de la sécurité, la politique aussi, les questions de migration seront abordées au cours de ce grand dialogue. Ce débat se fera aussi avec des auditeurs dont nous avons recueilli les questions pour vous. À la présentation de ce débat, je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci encore une fois, chers invités, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, actualité oblige, monsieur l'ambassadeur. Depuis hier, les activités des partis politiques sont suspendues au Mali pour préserver l'ordre public selon le décret présidentiel lu à la télévision nationale. Une réaction de votre part? Alors, je ne veux pas du tout m'ingérer dans les affaires internes du pays, mais je peux vous dire qu'il ne faut pas oublier que pour une vie normale dans une république, dans une démocratie, dans un État, les partis sont indispensables. Sans parti, il n'y a pas de formulation de volonté politique et de participation. Les détails sont toujours à gérer dans chaque État selon sa volonté particulière, mais sans parti, on ne peut rien faire. Ok, merci beaucoup. En juin dernier, nous recevions ici M. Pascal Perenec qui assurait l'intérim de chef de la délégation de l'Union européenne à l'époque. Il nous rassurait sur ce même plateau quant à l'état de santé de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Est-ce qu'une année après, on peut dire que c'est toujours le cas? Je peux absolument confirmer ce que mon collègue Pascal a dit la dernière fois. L'Union européenne est ici pour rester, et pour rester avec un engagement aussi concret. On a un peu restructuré nos activités. Il n'y a plus, par exemple, de l'appui budgétaire direct. Mais en ce qui concerne les projets, les grands projets de développement, on est toujours présent et on a, pour les années à venir, à peu près des engagements dans une quantité, dans une envergure de 80 millions d'euros par an à notre disposition, ce qui représente quand même des instruments absolument sérieux. Mmh. Alors, mais avec l'évolution du contexte politique, mais aussi sécuritaire, et tous les changements géopolitiques intervenus récemment, est-ce que ça a poussé l'Union européenne à revoir ses priorités au Mali? C'est vrai que, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer globalement, les priorités de l'Union européenne vis-à-vis ses partenaires dans les pays tiers ont changé. Après l'invasion russe en Ukraine en 2022, une grande partie de nos fonds sont consacrés à l'aide de l'Ukraine, qui est sous menace existentielle de son État. Et ça a des conséquences un peu sur tous les coins du monde. Ça ne veut pas dire qu'on arrête, mais il faut quand même faire plus avec un peu moins.
Alors, merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout de suite avec des questions d'auditeurs. Monsieur Kolding, vous êtes le chef de la mission de Cap Sahel au Mali. Et Cap Sahel, une mission qui est présente dans notre pays depuis 10 ans. Vous avez fêté le 10e anniversaire en janvier dernier. Après 10 années de présence, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de Cap Sahel ? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative et surtout pour inviter aussi au CAP pour ce débat. Écoutez, 10 ans, c'est longtemps dans une façon, mais c'est aussi une période courte et surtout que c'est une période où il y a eu beaucoup de changements géopolitiques, vous venez de le dire. Je peux seulement dire que les 10 ans ont passé très vite, mais aussi avec beaucoup des investissements dans le conseil, dans la formation, dans des infrastructures. On a eu un budget total dans cette période de 305 millions d'euros, ce qui est un grand investissement dans le secteur sécurité. Et je pense d'ailleurs, si vous permettez de revenir sur vos questions à l'ambassadeur, le cas que EUCAP fête ces 10 ans, c'est un témoigne de cette collaboration très étroite qui est toujours là avec les forces de sécurité intérieures. Pendant cette transition, je veux même dire que ça s'est renforcé, dans le sens qu'on a une connaissance, disons, si je peux dire comme ça, un dialogue très direct, mais aussi en confiance de deux parties sur ce que nous faisons. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on est toujours très actifs et on vient de renouveler notre mandat en janvier cette année. Alors, votre mandat a été renouvelé. On sait, en tout cas, ce que beaucoup de Maliens savent de Cap Sahel, c'est que c'est une mission qui vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure. Peut-être que d'autres domaines vous intéressent dans votre mission ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand on parle de force de sécurité intérieure, bien sûr, ce n'est pas une grande mission, on est une petite mission. Alors, il faut faire des priorités, ça c'est bien clair. Les principaux partenaires que nous avons, ce sont à travers les deux ministères, le ministère de la Sécurité et Protection civile et le ministère de la Justice. Et la dernière, je vais revenir. En ce qui concerne le MSPC, c'est principalement la police avec laquelle nous travaillons, mais aussi la gendarmerie, bien sûr, a un rôle à jouer. Le grand changement les dernières années, c'est surtout cette interopérabilité entre les forces de sécurité intérieure qui nous intéresse beaucoup, qui est très important pour l'efficacité. Un autre changement, si je peux le dire comme ça, par rapport à les années précédentes, c'est surtout, bien sûr, l'évolution sécuritaire qui, malheureusement, est très, très difficile toujours. Ceux qui connaissent EUCAP savent qu'on a été très engagés sur la stabilisation du centre. Mais malheureusement, la situation sécuritaire a fait qu'on a dû se retirer un peu du centre et maintenant on se concentre sur le sud. Et surtout les frontières du sud, parce qu'on parle très, très souvent du spillover vers le sud, mais il y a aussi un spillover du sud au nord. Et ça veut dire de renforcer les frontières, de combattre tous les domaines de trafic illégal, l'immigration irrégulière. Ce sont les principales priorités de notre mission. Mais à la même temps, on a aussi pas seulement l'aspect, disons, sécuritaire classique, mais aussi d'assurer que la chaîne pénale fonctionne. Alors, on travaille beaucoup avec le ministère de la Justice pour renforcer tous les aspects de la Code pénale. Et dernièrement, si vous permettez, on a lancé l'année dernière, et on va inaugurer cette année, une maison de la justice à Mopti, qui donne, effectivement, c'est un projet pilote de la part du ministère de la Justice pour assurer que aussi la justice se fait sur le terrain réellement. Alors, restons avec les forces de sécurité intérieure. Est-ce que la militarisation de la police et de la protection civile qui est intervenue il y a quelques temps, est-ce que ça a impacté, ça vous a poussé à revoir votre mandat ? Bon, écoutez, ça c'est bien sûr une décision malienne que, encore une fois, comme ça a été dit par l'ambassadeur, nous on respecte bien sûr les positions, les décisions prises par les autorités, mais au niveau pratique, ça ne change pas grand-chose sur notre, collaboration avec la police et gendarmerie et protection civile. C'est vrai que la chaîne de commandement reste toujours la même, mais c'est aussi vrai que
vu la situation sécuritaire, c'était nécessaire pour les autorités de prendre cette décision de la militarisation. Alors, je reviens à vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur Eker Thomas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quel est le rôle, quel est le positionnement de l'Union européenne au Mali de façon particulière et au Sahel de façon générale après tout ce qui s'est passé, je veux dire après les changements géopolitiques intervenus? Alors, on a des intérêts dans pratiquement tous les domaines que vous avez évoqués au début de notre entretien. On est très intéressé dans la coopération migratoire. On reste engagé, comme je viens d'expliquer, dans tout ce qui est coopération, développement. On reste très engagé dans le secteur humanitaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de IDP, comme on dit en anglais, des gens qui sont déplacés, qui sont dans une situation de détresse. Là, il faut faire des choses pour alléger la situation pour les gens qui sont affectés le plus vite possible. Mais on est aussi très impliqué dans la culture. Moi, personnellement, j'aime beaucoup organiser des choses avec des artistes, des musiciens, de l'artisanat ici sur place. On fait des choses pour les médias, pour la société civile, etc., etc. Il y a beaucoup de projets. On a à peu près une 60aine de projets actuels qui sont en train d'être réalisés. Alors, vous restez engagé, mais vous êtes désengagé un peu par rapport à certains domaines aussi. Le processus électoral, l'Union européenne soutient beaucoup les processus électoraux qui ont eu lieu au Mali. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de processus en cours ni en vue pour le moment. Est-ce que aujourd'hui, les projets qui étaient dans ce sens-là sont tous à l'arrêt? Quelle est la position de l'Union européenne par rapport à ce soutien-là? Alors, peut-être pour commencer avec un peu l'architecture internationale, nous sommes absolument de l'avis que chaque État est absolument souverain et indépendant de décider sur ses alliances. Je vous rappelle qu'on a perdu comme Union en Europe un État membre, la Grande-Bretagne. C'était un choix souverain et tout le monde a bien respecté. Si quelque chose un peu similaire ça se passe ailleurs, on respecte ça pleinement. En ce qui concerne la situation interne, notre position de base n'a pas changé. Il y a une constitution. Les constitutions sont faites pour être respectées. On fait la même chose avec nos États membres en Europe. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé des procédures de révision par rapport à un État membre en Europe, l'Hongrie, à cause des doutes sur un peu le respect pour la Constitution, et on applique les mêmes principes, nos valeurs, dans tous les pays mondialement. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter la première question d'un de nos auditeurs. Et la question a un lien avec l'aide au développement. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Selon les données du comité d'aide au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE basée à Paris, en 2019, le Mali était quand même l'un des pays qui recevait le plus d'assistance de l'Union européenne au niveau de l'Afrique au sud du Sahara avec l'Éthiopie. Et je crois savoir, selon ces données, que l'assistance de l'Union européenne était repartie essentiellement entre la gouvernance et les services sociaux de base. Pourriez-vous nous dire quel est en l'état actuel le niveau de l'assistance de l'Union européenne envers le Mali et aussi la répartition de cette aide entre les différents secteurs? Je vous remercie. Voilà, vous pouvez réagir? Oui, absolument. Alors, encore une fois, les chiffres totaux sont clairs. On a 80 millions, à peu près 80 millions d'euros par an pour les 3 ans qui restent pour finir notre cadre pluriannuel budgétaire. C'est un peu technique. Alors, ces chiffres sont 3 fixes. ans qui restent du budget européen. Parce que le budget européen s'étend toujours sur 7 ans. Et après, on va refaire un nouveau. Dans 2 ans, on va faire ça. La programmation pour cette année n'est pas encore faite. On est en train de le faire. On a 3 priorités qui sont vraiment pour nous très importantes. C'est l'eau, c'est l'énergie
et c'est l'économie, créer des emplois. On a à peu près 60 projets qui sont toujours en cours, avec un chiffre de presque 300 millions d'euros d'engagement qui reste à dépenser. Et voilà, et avec les 80 millions par an, on va quand même rester un joueur important dans le domaine de développement ici pour le Mali. Mais on a, si vous regardez un peu les 60 projets actuellement en courant, on a vraiment de tout. On n'a pas uniquement les grands projets qui sont assez visibles comme la réhabilitation d'une ligne électronique de 225 kW pour le capital, la construction d'une route dans le nord du pays. On a un programme récemment lancé pour former des centaines de jeunes pour obtenir une carrière dans l'agriculture. On fait aussi des petits projets. J'ai visité une à Ségou il y a 2 mois où on habilite des femmes de procéder leur propre alimentaire à base des céréales de base, etc., etc. On fait vraiment beaucoup de choses. Et pour nous, la chose la plus importante, c'est d'aider concrètement la population. Alors, pour vous, la chose la plus importante, c'est d'aider la population, mais beaucoup pensent aussi que cette aide, sinon ces aides-là ne sont jamais, en tout cas, gratuites, entre guillemets. Il y a toujours des conditions. Beaucoup pensent que vous, en tout cas, imposez même souvent des conditions pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Est-ce que c'est vrai pour l'Union européenne? Il y a toujours la conditionnalité, parce qu'il faut quand même être sûr que l'argent européen, qui est quand même l'argent du contribuable, est bien dépensé. On a aussi un cours de compte. On a des citoyens qui nous demandent régulièrement pourquoi est-ce qu'on dépense ceci ou cela. Alors, les grandes conditions politiques, avec la fin de l'appui budgétaire, sont plus appliquées, parce que là, politiquement, on a des attentes où il y a encore un chemin à faire. Mais les petits projets qui sont vraiment visés à la société civile n'ont pas une conditionnalité politique pour, je sais pas, obtenir des grandes attentes politiques. C'est vraiment pour avoir un succès avec un projet. Et pour nous, la chose la plus importante est, est-ce que les structures qui sont prévues dans le contrat sont bien réalisées? Est-ce que les structures marchent? Est-ce que le résultat atteint aussi les attentes prédéfinies? Et est-ce que la population profite finalement de cela? Alors pour tous ces projets-là, alors peut-être conditionnalité, c'est un mot un peu mal choisi, c'est plutôt des critères pour une réussite. D'accord. Je me tourne vers M. Kolding, Peter, le chef de la mission de Cap Sahel. Aujourd'hui, est-ce que le renforcement, vous l'avez dit, la coopération se passe bien avec les autorités actuelles, mais avec les forces de sécurité intérieure dont le statut a un peu évolué, comment ça se passe cette coopération concrètement sur le terrain? Oui, bon, ça se passe tout d'abord, je veux dire comme ça, pas que tout démarre à Bamako, mais quand même, il y a un démarrage qui se fait centralement ici à Bamako, à travers les ministères que j'avais cités avant, mais aussi, bien sûr, les chefs des forces, avec lesquels nous avons dialogué sur leurs priorités. Et suite de ces priorités, on définit ensemble des plans, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les infrastructures, bien sûr avec les priorités définies par les autorités, mais aussi les limites de ce que la mission peut faire. Et finalement, on a, et c'est ça, disons, un peu le vertébrat de notre organisation, au sein de nos opérations, nous avons des experts qui viennent des États membres, et travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues, leurs partenaires maliens, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la construction, l'accompagnement, etc. Alors c'est vraiment une disons, collaboration très proche et très près à la base avec les forces. Ok. Je vais vous proposer d'écouter la question d'un auditeur qui s'interroge sur la réforme du secteur de la sécurité que vous appuyez aussi. Je vous propose d'écouter sa question. Oui. Au chef de mission
des Cap Sahel au Mali, ma première question est la suivante. Au regard de l'expertise des Cap Sahel et des différents accompagnements opérés par les Cap Sahel, quel bilan il fait aujourd'hui du processus de réforme du secteur de la sécurité enclenché au Mali depuis un certain nombre d'années? Bon, merci pour la question. Oui. Effectivement, ça fait partie, disons aussi intégralement de notre mandat, c'est de travailler sur la réforme du secteur de sécurité. C'est un domaine qui est très compliqué d'ailleurs. Et au Cap Sahel, encore une fois, ce n'est pas pour réduire notre ampleur, mais c'est quand même une mission avec des limitations. Quand il y avait la grande, disons, mission de MINUSMA, ça c'était vraiment leur cœur de leur travail, c'était la réforme du secteur de sécurité. Nous, comme une mission, on était là pour accompagner cela. Alors on a dû se focuser sur quelques domaines. Et surtout, on a travaillé beaucoup avec l'appui au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, mais aussi aux acteurs de société civile, dans le renforcement des liens entre les forces de sécurité et la population. Ça, c'est un domaine sur lequel on s'est focusé pour faire des priorités quand même, parce que c'est un vaste domaine dans la forme du secteur de sécurité. OK. Monsieur l'ambassadeur, monsieur Eker, Thomas, aujourd'hui, on sait que l'Union européenne, la coopération entre le Mali et l'Union européenne date de très longtemps, depuis 1958. C'est une coopération qui marche bien, selon vous-même. Aujourd'hui, quels sont les domaines auxquels l'Union européenne tient beaucoup dans cette coopération avec le Mali? Quels sont les domaines qui vous tiennent à cœur aujourd'hui? Peut-être juste un mot sur un peu l'évolution depuis les années 50, parce que le monde a quand même changé. Alors, si vous regardez un peu le passé, dans les années 80, 90 encore, l'Union européenne a financé des grands projets d'infrastructure. La philosophie depuis a changé, ça n'a rien à voir avec le Mali en particulier, c'est général. Aujourd'hui, l'infrastructure est plutôt financée par des crédits. Alors les bailleurs internationaux comme l'Union européenne, mais aussi d'autres, aussi des États membres européens et d'autres acteurs, ils financent les crédits, mais ils ne donnent plus les grants pour financer un projet infrastructure. Ça, c'est fini. C'est peut-être dommage, mais le monde a changé. Il y a aussi tout un tas d'attentes sur le ownership, etc. etc. Alors, on travaille dans un contexte un peu différent. Aujourd'hui, on fait plutôt des projets d'une taille plus modeste, mais quand même, là, on parle des projets de 20 millions, 30 millions d'euros, quand même considérables, sur les priorités que je viens d'évoquer. L'eau, très important pour le Mali. L'énergie, surtout le renouvelable, et tout ce qui est emploi pour les jeunes. Et je crois, pour nous, ce sont vraiment les domaines les plus importants pour faire avancer la situation économique surtout. Il y en a d'autres aussi, mais il y en a d'autres bailleurs aussi. Mais je crois dans ces trois-là priorités, on peut déjà travailler avec nos partenaires maliens pour un progrès palpable. Alors, il y a un auditeur qui s'interroge quel a été l'apport, sinon la contribution de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme au Mali, quand on sait que les forces comme Takuba, comme Barkhane, n'ont pas réussi à éradiquer le terrorisme au Mali, à permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? La situation générale a changé beaucoup. On était, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un footprint assez important il y a encore quelques années. La situation et surtout les attentes des dirigeants ici ont changé. C'est tout à fait correct. Et de temps en temps, il faut aussi se poser la question avec la stratégie qu'on mène depuis des années. Est-ce qu'on a vraiment atteint les objectifs? Et sinon, il faut adapter. Mais c'était une décision souveraine. Est-ce que ça fait toujours partie de vos priorités, la lutte contre le terrorisme? Oui, mais ici, par rapport à ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est quand même très limité ce qu'on fait maintenant. Mais c'est le choix des dirigeants maliens. C'est pas l'Union européenne qui s'est retirée.
les dirigeants ont décidé de un peu refocaliser leur approche. Mais est-ce que vous êtes satisfait déjà de tout ce que vous avez fait depuis le déclenchement de la crise malienne en 2012 jusqu'à aujourd'hui? Alors, si vous regardez le terrorisme en Europe, alhamdoulilah, on n'a pas eu beaucoup de problèmes récemment. Il n'y a pas eu des grands attentats, des grandes attaques. Mais ça peut changer d'un jour à l'autre. On ne sait jamais si on est vraiment sain et sauf pour les années à venir. La situation ici, en ce qui concerne la sécurité du pays, est quand même assez inquiétante. Avec tous les problèmes qui font partie de cela pour la population. Il faut vraiment tout faire, même avec nos moyens limités, d'améliorer la sécurité dans le pays. OICAP rend une contribution très importante sur ce chemin, mais il y a encore un grand chemin à faire. Alors, une autre question en lien maintenant avec la migration que je vous propose d'écouter. Ma question concerne le Frontex, l'agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes. Et donc, cette agence coûte à peu près 845 millions d'euros aux États de l'Union européenne pour ce qui concerne le rapport de 2023. Alors, 845 millions d'euros avec 2100 agents pour la sécurisation des frontières européennes. Ma question est que pourquoi ne pas utiliser une partie importante de cette somme pour aider les populations, les pays où il y a des migrants potentiels, afin que ces migrants puissent trouver une réelle insertion dans leur pays de départ? Oui. Alors, il faut faire l'un sans lâcher l'autre. Je crois que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Alors, si vous réfléchissez, si vous pensez un peu à la situation 2015-2016, lorsqu'on avait beaucoup de migrants devant nos frontières, chaque pays, chaque union politique comme l'Union européenne a l'obligation de garder ses frontières et de maintenir un ordre correct en ce qui concerne la protection de ses frontières. Et Frontex, il faut peut-être regarder un peu plus loin. Frontex, tout d'abord, est pour donner du soutien aux États membres. Si vous faites le breakdown du chiffre que vous avez cité, vous allez trouver qu'on fait beaucoup pour les États membres, surtout au côté sud, autour de la Méditerranée, qui sont beaucoup affectés par la migration. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., etc. Et ce sont les États membres qui sont très contents qu'ils ont des programmes de Frontex. Les États tiers en dehors, c'est plus difficile. Alors Frontex, et je crois que ce n'est pas juste, n'a pas une bonne réputation, parce que très souvent, les États tiers, ils pensent toujours à une sorte d'ingérence dans leur gestion souveraine d'une chose comme la protection des frontières avec un organisme tiers. Ce n'est pas du tout le rôle de Frontex. Frontex a aussi des termes de référence qui sont très précis. Ils font ça toujours en coordination, en agrément avec un État. Et c'est plutôt un instrument pour aider. Bon. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Il n'y a aucun problème. Avant de venir ici, j'étais ambassadeur en Algérie de l'Union européenne. Je peux vous dire, si vous mentionnez le nom Frontex en Algérie, vous allez tout de suite avoir une tirade d'opposition. Ce n'est pas juste. Hein. C'est un instrument qui joue un rôle très important. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier que si on veut vraiment obtenir des solutions pour la migration, il faut aller plus loin. Il faut aller dans les pays, il faut travailler avec les autorités, avec la société, pour créer un avenir crédible et aussi intéressant. Justement, est-ce que l'Union européenne est aujourd'hui en phase avec les États d'où partent ces migrants-là sur cette question de lutte contre la migration irrégulière? Est-ce que vous avez une convergence de vues? Oui et non, ça dépend beaucoup des États. Aujourd'hui, si vous regardez un peu les nationalités, c'est peut-être pas vraiment les pays du voisinage, mais les pays plus loin. On a toujours beaucoup de migrants afghans qui sont très loin. Maintenant, la plupart des États membres n'ont plus des relations politiques avec l'Afghanistan à cause des talibans, etc., etc. Mais Syrie, c'est toujours très important, mais les chiffres ont changé.
Et aujourd'hui, c'est peut-être encore plus compliqué qu'il y a 10 ans. Et il faut vraiment négocier avec chaque gouvernement, chaque État, chaque entité pour trouver des solutions. Oui, mais pour le cas précis des États du Sahel. Alors, je crois que pour le Mali, on a un nombre pas négligeable vers les îles espagnoles. Je suis absolument convaincu que mon collègue espagnol est absolument à la hauteur de tout ce qu'il faut faire dans ses contacts avec les autorités maliennes. Mais le Mali, par rapport à d'autres pays, ne pose pas le même taille de problème. D'accord. Alors, revenons à ECAP Sahel. Nous restons toujours sur la réforme du secteur de la sécurité. Une autre question d'un auditeur que je vous propose d'écouter. Quelle est la nature aujourd'hui de la collaboration ECAP Sahel, commissariat à la réforme du secteur de la sécurité? Nous savons qu'ECAP a énormément appuyé le commissariat dans pas mal d'actions, conformément à la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Et nous savons aussi qu'ECAP a accompagné le commissariat dans l'installation et l'effectivité des conseils consultatifs de sécurité. Aujourd'hui, quelle est la nature de cette collaboration et quelles sont les perspectives? Alors, Monsieur Kolding. Oui, je pense que même celui qui a posé la question a aussi répondu la question, dans le sens que c'est une collaboration que j'avais aussi fait référence avant, qui est très importante pour EUCAP, mais aussi pour le commissariat. Et d'ailleurs, c'est une collaboration qui se renforce. Malheureusement, on est un peu, pas dire bloqué, mais confronté par le cas qu'on ne peut pas, disons, mettre pas mal de ces conseils de sécurité sur le terrain, surtout sur le centre. Mais on continue notre collaboration, surtout au sud, mais aussi centralement avec le commissariat. Comme j'avais aussi fait référence avant, intégralement dans cela, il y a l'aspect de renforcer entre la société civile ou la population, les relations entre les FSI et la population. Ça fait intégralement partie de cette, disons, collaboration avec le commissariat. Alors, l'EUTM, qui était aussi une mission de formation de l'Union européenne pour les forces armées, est partie. Nous savons que les conditions qui ont prévalu au départ de l'EUTM ne sont pas, même si ce n'est pas les mêmes conditions qu'actuellement, peut-être que ça se rapproche un peu de la situation actuelle. Est-ce que, malgré tout, vous avez votre mandat a été renouvelé ici? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne regrette d'avoir laissé le terrain à d'autres partenaires, en faisant partir le l'EUTM par exemple, qu'ils ne veulent pas faire partir, qu'ils ne veulent pas mettre fin à la mission de Cap Sahel? Pourquoi Cap Sahel reste toujours ici, alors que les conditions qui ont prévalu au départ du l'EUTM sont toujours là? Et est-ce que c'est des conditions qui vous permettent, vous aussi, de continuer la collaboration? Écoutez, je pense que c'était une très bonne question, une question très analytique aussi. La réponse que je veux donner dans cela, je ne vais pas parler sur EUTM parce que je pense que EUTM est parti, mais aussi avec un bilan très fort. Je pense c'est pas que à cause des autres. Je pense plutôt c'est à cause de la relation entre EUCAP et ses partenaires. C'est ça qui mérite et qui témoigne que nous sommes toujours là. Que ce soit, et encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est un partenaire entre l'Union européenne, ses États membres et le Mali. Et c'est ça qui est important. J'ai toujours eu cette question pas mal de fois. Quelle est le recette pour lequel que vous êtes toujours ici? Je dis, mais pour moi, c'est tout d'abord qu'il y a un dialogue très franc, très ouvert, très clair. On a défini des objectifs de qu'est-ce que nous avons comme objectif, comme mission. Les partenaires maliens ont défini quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs. Et si on peut conjuguer les deux objectifs, la narrative de temps en temps peut être un peu différent, mais autour de ces objectifs, de définir des actions très concrètes avec des résultats que deux parties ont besoin. Comme on dit en anglais, on a un business case, et c'est ça c'est une raison que nous sommes toujours ici.
Alors, monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne continue son soutien au Mali dans certains domaines, même si d'autres ne sont plus une priorité pour l'Union européenne. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans ce domaine de coopération entre peut-être des chercheurs maliens, chercheurs européens ou des institutions de recherche des deux parties? Absolument. Alors, on a notre programme Erasmus ou Erasmus+, qui offre des possibilités. Lorsque je suis arrivé, j'ai fait ça toujours, quand j'arrive dans un poste, je demande combien de chercheurs, combien de Master 2, combien des chercheurs on a envoyé. Le chiffre reste modeste. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est aussi un peu à cause de notre programmation, quelquefois un peu trop limitant. Moi, je veux m'engager pour avoir plus de place dans les programmes Erasmus+. Mais si je peux dire, tout ce qui est formation et enseignement, pour moi, c'est crucial. Vous pouvez... J'avais un collègue, parce que moi, je suis un diplomate allemand à la base. J'avais un collègue dans les affaires étrangères allemands, il y a beaucoup d'années, qui a passé toute sa carrière en Afrique. Il m'a toujours dit, tu sais, on peut supprimer tous les projets qu'on fait dans la coopération et fait que l'enseignement et la formation. Parce que c'est ça qui compte vraiment pour l'avenir des sociétés. Je crois il avait absolument raison. Et il faut encore faire, on fait déjà pas mal des choses, mais il faut encore faire davantage dans l'enseignement, formation, etc. etc. Alors, une autre question sur la migration d'un auditeur que je vous propose d'écouter. Quelles actions concrètes l'Union européenne envisage-t-elle pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des régions comme Kayes, fortement touchées par la migration? Je vous remercie. Oui, Kayes, c'est une région quand même de migrants par excellence. Qu'est-ce que vous proposez pour la formation, l'emploi des jeunes dans cette région? Alors, moi, je veux vous répondre en citant un projet qu'on vient de lancer ici. C'est plutôt dans la région de Bamako, mais on pourrait faire la même chose aussi à Kayes. On vient de lancer un projet de 3 millions d'euros pour former 300 jeunes pour avoir un emploi dans l'agriculture. C'est un programme qui contient 2 ans de formation pour les jeunes concernés qui vont être formés dans plusieurs filières de l'agriculture pour avoir une carrière comme éleveur, cultivateur dans l'agriculture. Là, je crois qu'il y a un énorme potentiel pour le pays, il y a un potentiel pour l'exportation, et il y a aussi tout ce qui est là. Je visitais aussi l'Office du Niger il y a quelques mois, et je crois qu'on fait la même chose pour tous les visiteurs. On projette la carte avec les terrains exploités et le terrain exploitable. Si vous regardez et réalisez le potentiel encore à réaliser là, dans l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. L'Union européenne a des valeurs comme la promotion de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, pas de liberté d'expression sans développement de médias. Nous constatons que l'Union européenne, ces derniers temps, suspend son soutien, son aide à certains médias dans le contexte malien. Pourquoi cela? Alors, je ne partage pas vraiment cette analyse. On soutient beaucoup Studio Tamani. On fait d'autres choses qui nous semblent importantes, toujours dans la limite de nos moyens. Mais je peux vous assurer, il n'y a aucune ligne directive qui nous dit de nous désengager de médias. Et je suis absolument convaincu personnellement, et je viens de parler dans une conférence de formation avec une quarantaine de journalistes qu'on vient de lancer ce matin, que le journalisme, les médias libres, la transparence, la lutte contre la désinformation, etc., c'est absolument clé pour construire une société moderne, ici, en Europe et ailleurs. Donc vous continuez, restez engagé aux côtés des médias? Sans aucune hésitation.
D'accord. Monsieur Peter Kolding, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Je pense qu'il y a une dernière question adressée à ECAP Sahel que je vous propose d'écouter. Oui. Le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, depuis 10 ans que ce processus a commencé. Concrètement, qu'est-ce que cela a donné? Car avec la réforme, on ne devrait plus avoir, en tout cas à mon sens, de coup d'État. On devrait avoir plutôt une meilleure formation de nos militaires. À ce jour, que pouvons-nous retenir comme acquis? Ça, c'est une bonne question. Alors, tout d'abord, EUCAP Sahel, Mali, c'est notre vocation, c'est de ne pas travailler avec les militaires. On est en mission civile. On travaille avec des forces de sécurité intérieures. Alors, je ne vais pas entrer dans les domaines de coup d'État, militaire, etc., parce que, ce n'est pas notre vocation. Et deuxièmement, de parler de ça. Et deuxièmement, c'est nous travaillons effectivement avec les FSI. Ce que je peux constater, j'étais d'ailleurs ici dans une autre fonction avant, comme chef de mission adjoint, mais aussi pour le gouvernement de Danemark, de 16 à 18, comme envoyé spécial pour la stabilisation. Au Sahel, le Danemark avait un grand programme sur cela. Alors, j'ai quand même suivi depuis quelques années cette évolution. Ce que je peux constater, au moins au niveau des FSI, c'est qu'il y a une grande amélioration de leur capacité dans les différents domaines dans lesquels ils travaillent, que ce soit dans le disons, domaine disons, voir comment gérer tous les stupéfiants qui sont là, comment gérer les trafics de drogue illégale, etc., etc. Mais aussi le professionnalisme de la police, gendarmerie, etc. Mais surtout la police, je pense qu'il y a eu un énorme acquis les dernières 5-10 ans. On a eu plus de 16 000 stagiaires sur lesquels nous avons formés avec nos partenaires maliens, dont 2 000 femmes, ce qui est très positif. Alors, je pense que dans cette réforme secteur sécurité, c'est très vaste. Mais l'important, c'est vraiment que la population regarde ceux qui sont là pour les protéger. Et je pense que là, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des FSI à un niveau professionnel qui a à féliciter, si je peux dire comme ça. Quels sont les prochains défis pour cette mission au Mali? Je pense que les défis sont effectivement les changements géopolitiques que l'ambassadeur vient de faire la référence dessus, mais aussi le défi de toujours être relevant. Ça veut dire que d'être sur place, livrer des résultats, continuer de livrer des bons résultats, mais surtout aussi de comprendre un peu les dynamiques qui sont dans la sous-région, y inclut l'évolution de l'Alliance de l'État de Sahel. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte, il faut bien lire politiquement ce qui se fait, ce qu'on fait bien sûr ensemble, et à la même temps pouvoir livrer dans le cadre politique possible quelque chose qui est important pour la population, mais aussi pour les forces de sécurité intérieures. Alors, nous terminons avec monsieur l'ambassadeur, monsieur Thomas Ecker. L'Union européenne est aux côtés du Mali pendant toute cette crise, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Vous avez même envoyé des missions pour aider le Mali à se stabiliser. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des leçons à tirer de vos différentes interventions au Mali, et comment ces leçons-là pourraient vous aider à mieux orienter vos futures missions? Il faut d'abord bien écouter et analyser. Il ne faut jamais donner des leçons. Il faut écouter d'abord. Et il faut trouver des solutions ensemble dans un esprit de collaboration et d'amitié et de partenariat. D'accord. Et ce sera le mot de la fin. Merci à
Monsieur Thomas Eker, le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, et Monsieur Peter Kolding, chef de la mission de Cap Sahel, qui étaient nos deux invités aujourd'hui sur ce plateau du Grand Dialogue. On parlait de la coopération entre le Mali et l'Union européenne de façon générale. Ce débat a été réalisé et présenté par Sikou Gadjigo. À la mise en onde, il y avait Ibrahima Sanogo, à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro.